Merci Jérôme. Et bienvenue chez nous à Canet. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir dans cette magnifique salle du Clavecinet. Et c'est un honneur que nous faisons avec mon collègue Michel Saut qui est très timide, il ne veut pas parler, donc il va laisser la parole un petit peu. Donc je suis très heureuse d'ouvrir cette conférence que nous allons écouter avec une grande attention. Je connais les valeurs que vous défendez. Vous êtes des lanceurs d'alerte pour cette laïcité qui est vraiment mise en danger. Et nous sommes tous atteints par cette difficulté que nous vivons actuellement. Et c'est notre rôle à nous tous, de vraiment déférer et de permettre à tout le monde de lutter contre ce combat. Alors je vous souhaite à tous une très très bonne conférence, une très très belle audition et puis ensuite une inauguration. J'ai dit. Merci Michel Hermand d'être venu. Michael Cuffy pour le Cercle philosophique et culturel Pirène. Bonjour. Donc, je m'appelle Michael Cuffy et je suis le président du Cercle culturel et philosophique Pirène qui organise cette conférence aujourd'hui. Pour être bref, je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce projet, on a eu l'idée un peu tardivement, il faut dire, c'était au mois de novembre dernier, et nous étions réunis les représentants des loges des Pyrénées-Orientales, du Grand Orient de France, et on s'était dit, bon, c'est peut-être un peu dommage pour la première année des Utiopa Masonica, de ne rien organiser dans les Pyrénées-Orientales. Et il fallait qu'une association, qu'une loge se propose, et donc Pirène, qui est notre loge, s'est proposé. Et la suite, ça a été très vite, en fait. Ça a été très vite, il a fallu se mobiliser sur plusieurs mois. Et donc, je vous remercie d'être présent cet après-midi. Alors, tout simplement, ce qu'on voulait, surtout, c'était organiser une conférence, mais que ce soit très simple, sur un sujet qui rassemble, et qu'il puisse y avoir des interactions et des échanges avec les différents orateurs. Ça, c'était un des premiers principes. Pour rappeler tout simplement quels sont nos fondements et quels peuvent être certains de nos engagements pour faire, au niveau du grand public, expliquer un peu plus le plus simplement possible ce qu'est être franc-maçon du Grand Orient de France aujourd'hui, en 2024. Et il y avait aussi l'aspect qui est un peu plus militant aussi, qui était de présenter l'exposition laïcité dans un lieu public qui brasse toute une série de publics, que ce soit des jeunes qui viennent avec leurs enseignants pour les classes, collège au cinéma ou école au cinéma, mais aussi pour les familles qui viennent regarder des films grand public. Voilà. Donc, juste avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voulais quand même remercier le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, qui nous a quand même poussé et aidé à réaliser cette conférence, et notamment René Durand, grand maître adjoint du Grand Orient de France, actuellement en poste, qui va prendre la parole pour inaugurer la conférence. Je voulais aussi remercier le Congrès régional qui nous a soutenus financièrement pour organiser la conférence. Je voulais aussi remercier Agora, qui est l'association qui rassemble, on va dire, la plupart des loges du Grand Orient de France et des Pyrénées-Orientales, et il a sa présidente Marie-Françoise qui est présente et qui prendra la parole en fin de conférence pour vous donner des informations. Voilà, je voulais remercier toute l'équipe du cinéma aussi, qui nous accueille aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier Eric Masson, qui est là, et qui a été un des concepteurs, voire en tout cas un des grands artisans de la réalisation de l'exposition laïcité. Il vous en dira 2 mots tout à l'heure. Donc je vais d'abord laisser la parole à René Durand, qui est grand maître adjoint du Grand Orient de France de nos jours. Ensuite, je laisserai la parole à Eric Masson, et ensuite nous aurons notre conférencier,
René Rampenou, qui lui a été, dans une autre vie, grand maître adjoint, lui aussi, du Grand Orient de France. Donc René, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. En général, le privilège d'un conseiller de l'ordre, c'est de parler le dernier et de parler autant de temps qu'il veut. Je vais essayer de faire mentir l'adage. Donc bonjour à tous et à toutes, et je vais oser même le néologisme à tous, dans un langage innovant. Dans ce lieu choisi au bord de notre Méditerranée, Mare Nostrum, au pied de notre Canigou, et mille grâces à vous d'être venus ici samedi après-midi, jour de lotium, jour de rugby et jour de biathlon, ou de promenade enchantée au bord du rivage, avec une triple reconnaissance, d'abord à la loge Pyrène, à Lauriane Coyot et Bourvambre, qui s'est dévoué et voué à l'organisation de cet événement. Ensuite, au maître des lieux, notre frère Jérôme Coaretti, qui nous offre cet espace magique pour y entendre les paroles que nous espérons tout autant magiques. Pas les miennes, bien sûr, mais celles de l'orateur du jour. Enfin, à cet orateur, dont notre frère René Rampenou, dit-on, ou Rampenou Rampenou, ça demande une restitution. Professeur, philosophe et aquitain, l'obodis perfect, et tout le monde ne peut pas être catalan ou basque. Utopia Masonica, dans un latin improbable, c'est la nouvelle appellation des utopiales maçonniques que le Grand Orient de France, la plus grande obédience maçonnique, libérale et adogmatique de France et d'Europe, sinon du monde, organisée chaque année un peu partout où il y a des loges de l'obédience, laissant à chacune d'elles le soin de les décliner à sa manière le thème général de ces utopiales. Je rappelle que nous sommes 54 000 francs-maçons au Grand Orient de France, à peu près, qu'il y a 1300 loges dans toute la France et hors de France, puisque nous avons des loges en Afrique, nous avons des loges en Serbie, nous avons des loges en Russie, oui, il y a même des loges en Russie où il est un peu difficile d'aller actuellement, des loges en Arménie, des loges aux Antilles, donc un peu partout en France. Donc c'est donc une continuité opportune d'avoir organisé ces rencontres dont le sens et la raison d'être sont contenus à la fois dans leur nom et dans le titre général des Utopia Masonica de cette année, à savoir résister. En effet, notre obédience, le Grand Orient de France, notre ordre initiatique qui n'est pas secret, contrairement à ce que répand une légende pernicieuse, s'est donné quelques principes. Une volonté d'extériorisation et, on pourrait dire, une ligne programmatique, si l'expression n'avait été autant galvaudée par le mésusage politicien qui en est trop souvent fait. Parmi ces principes, qui pourraient être considérés comme une sorte de catéchisme laïque par des penseurs distraits, tout ce qu'énonce l'article 1er de notre Constitution, en particulier le travail à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, dans une république indivisible, laïque, démocratique, sociale et libre, égale, fraternelle, dans l'exercice sans entrave de la liberté de conscience, en dehors de toute affirmation dogmatique, pour préparer, bien sûr, la concorde universelle. Vaste programme, une ambition vaine et démesurée, et relevant certes de l'utopie, et ce n'est peut-être pas demain la veille. De cela, ces rencontres, qui prennent tout leur sens dans leur nom, la rencontre de l'autre sans exclusive, en dehors de tout dogme, c'est une utopie devenant réalité du travail maçonnique. Même si les embarras, les entraves, les empêchements, les errements délétères ne manquent pas, au point que nous pourrons dire comme Hamlet qu'aujourd'hui, comme hier, le temps est sorti de ses gonds. Mais nous sommes aussi un peu voltairiens, des pessimistes actifs, et nous nous souvenons parfois des auteurs latins de nos universités, tel Terence, écrivant dans son Eotontimorumenos, Homo sum humani nihil ame alienum puto. Peut-être avons-nous un peu oublié les versions de notre enfance, alors je propose une traduction: je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et si nous nous méfions, en souvenir de Spinoza, de l'exploit qui, dit-on, fait vivre et réjouit les sots, nous pensons aussi que l'espérance, violente comme le chante Apollinaire, contribue à l'action, sans arrière-pensée, au service de l'humanité, toute l'humanité, sans frontières, ni aucune distinction de sexe, de genre, de couleur ou d'origine. Et de cela, résister, en essayant d'éviter toute forfanterie,
toute fanfaronnade. Nous ne sommes pas tous des Jean Moulin, des Manouchian, des Aubrac, des Simone Veil, les deux grandes Simones. Mais au moins essayer, tenter, s'y exercer, essayer de résister à la haine, à l'intolérance, à l'obscurantisme, à tous les fanatismes sectaires et religieux, ce qui est un double pléonasme, au racisme, à l'antisémitisme qui, hélas, tel l'hydre de Lerne, renaît de toutes ses têtes, à toutes les xénophobies, à toutes les allophobies, à tous les impérialismes, à tous les terrorismes, résister pour défendre et sauvegarder la laïcité si menacée, qui, comme la République, ne se divise pas et garantit nos libertés dans le respect de nos différences et de nos altérités. C'est cela les utopias maçonniques, c'est cela notre réalité, notre quotidien. Et si nous n'avons pas la risible prétention de répandre des vérités qui ne le sont qu'en deçà des Pyrénées et mensonges au-delà, nous avons la volonté mesurée, minuscule, de faire aimer notre ordre par l'exemple, par la parole, par l'écrit et par les actes, par ce que j'appelle d'un mot catalan qui n'a pas son équivalent en français, la convivience. C'est cela qu'a voulu notre convent, c'est-à-dire l'Assemblée générale de nos loges souveraines. C'est ce qui existe. Et même si nous n'oublions pas l'avertissement de Spinoza, Caute, nous n'oublions pas davantage l'invitation d'Horace, sapere aude. Donc Kant a fait la devise des Lumières, oser savoir, donc oser penser par soi-même. Et la pensée est indissociable de l'action, c'est peut-être là la résistance superlative. Faire de non-lieu un lieu, un territoire des exercices, un punt de trobade, pour employer une autre expression catalane que j'affectionne, une loge aux dimensions du monde, puisque c'est à cela que nous sommes voués, préparer la concorde universelle. Maçonner, construire, édifier, élever, rassembler, dans nos vignes et nos casottes ouverts au vent de l'esprit, à notre tramontane, sans barrière ni blindage, dans la bienveillance, la prudence, la convivience, la confiance et la vigilance. Je finirai en citant 3 auteurs de notre panthéon littéraire. Le grand Corneille qui a écrit « Qui résiste trop tard, à peine à résister ». Le trop méconnu Fénelon, qui était l'incarnation de la gentillesse, un peu fataliste dans Télémaque lorsqu'il constate « Telle est la faiblesse et l'inconstance des hommes. Ils se promettent tout de même et ne résistent à rien. » Et enfin ce vers d'un poète oublié, de Lille, qui fut en son temps adulé. L'ange aspire à monter et résiste à descendre. 3 méditations, 3 avertissements, 3 invitations, peut-être saurons-nous les honorer. Je quémande votre indulgence plénière pour ces propos liminaires, peut-être un peu trop liminaires, au sens où, selon certains élus un peu rêveurs, sont liminaires les punaises de lit et les surmulots. Et avec mes remerciements et mes excuses, je laisse place à celui que vous êtes venu écouter sûrement plus que moi, notre frère René Ramblou. Alors, merci cher René. Deux petites infos avant de laisser la parole encore à quelqu'un d'autre, avant que René prenne la parole. Vous avez un carton qui n'est pas rouge, parce qu'on veut vous garder ici jusqu'à la fin, mais blanc. Si l'envie vous vient à la fin de laisser vos coordonnées pour rentrer en contact avec le Grand Orient de France, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, il y a une librairie maintenant, une vraie librairie depuis plus d'1 an à Canet, et ça on en est très content, c'est la librairie Victor et Madeleine, qui tient un stand à la sortie, et vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir cet excellent ouvrage de René Ramplou, tiens, comme par hasard, qui s'appelle « Penser en franc-maçon », pour prolonger la conférence, et il pourra vous le dédicacer si vous le souhaitez, si vous le jugez utile. Ce moment se compose de la conférence, de cet éventuel achat de livres que je vous recommande. J'ai pas d'action dans cette librairie. Et se compose aussi d'une exposition que vous avez pu voir dans le hall. Et celui qui a permis de la voir, ce n'est pas un pseudo, parce qu'on pourrait le croire, c'est monsieur Éric Masson qui va la présenter. C'est son vrai nom, Éric Masson. Et ensuite, René Ramplou prendra la parole. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Donc, j'ai intégré le Grand Orient de France il y a une dizaine d'années pour ces valeurs qui ont été rappelées par René, ces valeurs humanistes, de solidarité, de fraternité, d'égalité et de liberté, mais aussi, je dirais, d'amour et de laïcité. Donc, le Grand Orient de France, pour travailler, dispose de 5 commissions
nationale qui s'occupe du développement durable, la santé bioéthique, revenu universel, numérique et bien évidemment laïcité. Donc j'étais vice-président de cette commission et il y a en 2021, nous avons exhumé de la région une exposition sur la laïcité qui était à peu près sur le même style, mais dont les informations n'étaient pas à jour. Donc on a décidé de la mettre à jour et avec 4-5 personnes de la Commission nationale de laïcité, on a travaillé pendant 15 mois dessus, à faire des recherches, à sélectionner, à valider et à construire cette exposition. Donc cette exposition est sortie en mars 2023 et à la disposition de tous les membres du Grand Orient de France. N'importe qui peut la télécharger en PDF et s'en servir s'il a besoin de s'en servir. Si vous souhaitez je vous en dirai un petit peu plus après. Par contre, malgré le soin qu'on a apporté et l'œil exercé de tout le monde, il y a un léger anachronisme sur un des panneaux. Je vous laisse le découvrir. Vous demanderez à ceux qui connaissent, il y a à peu près quelques années d'anachronisme. C'est avant tout un outil pédagogique. Donc on l'a mis ici dans le hall du Clavecinné. C'est pas la première fois qu'elle vient ici d'ailleurs. Il y avait l'ancienne il y a quelques années. Donc elle sert en support à des conférences où on peut traiter de la laïcité. Mais aussi, je l'ai proposée dans des écoles primaires et des lycées, notamment du côté de Narbonne, à Moussan exactement, où elle est restée 6 mois dans une école et elle a servi de support à des discussions autour de la laïcité avec les collégiens. On la met aussi dans les associations, on peut la proposer, ou dans des collectivités locales. Donc il arrive, avec le département par exemple, une année, on a réussi à déployer cette exposition laïcité à l'entrée d'une salle du département. Et bien sûr, elle sert pour notre propre usage interne, pour discuter de laïcité avec les membres de ces associations. Donc elle s'accompagne d'un livret, normalement, qui est ici, que vous pourrez demander en vous inscrivant, en la demandant à l'adresse email info.pirene@gmail.com, et on pourra vous envoyer le PDF de ce livret, qui lui va vous apporter un tas d'informations complémentaires sur chaque panneau. On a même fait un petit quiz, vous pourrez l'avoir aussi, qui permet de vérifier les connaissances a posteriori ou de s'en servir pour être guidé. Donc moi, personnellement, je suis très très fier de cette exposition. Elle est aujourd'hui dans toutes les régions qui sont du Grand Orient de France, à disposition de tous les membres du Grand Orient de France. Elle a été utilisée quasiment chaque semaine depuis qu'elle est sortie l'année dernière. Donc c'est vraiment une fierté et je vous souhaite de la consulter. Bon, vous pourrez discuter avec les membres des associations qui sont ici, les frères et les sœurs qui pourront éventuellement vous guider et vous expliquer ce qu'il y a sur chaque panneau. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je repasse la parole à Jérôme. Merci René. Bon, voilà, on va passer maintenant de suite à la conférence. Je vais demander à l'autre René. Non, la Syrie, pardon, c'était pas René. Non, il y a 2 René. Je te laisse replacer la table. Comme ça. C'est parce que la conférence est enregistrée, il faut que ça te va? Oui, c'est bien. Merci, chers amis, d'être là. Vous êtes déjà des parfaits maçons. Vous supportez les discours en silence. Et la qualité de maçon, c'est il ne parle jamais. Il passe son temps à écouter. Déjà, vous êtes sur la bonne voie si vous interrogez là-dessus. Il faut que je parle plus près dans le micro. D'accord. Alors, j'ai jamais été dans une salle aussi confortable. Mais on a un petit problème de lancement, donc de temps en temps je fais le sémaphore, c'est pour indiquer qu'on passe à la diapo suivante. Alors on y va, normalement. Alors pour vous distraire, je vous propose un petit jeu. Voilà. Vous devez reconnaître ces gens-là, à peu près, et puis vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils font sur la même diapo ? Alors, je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a qui sont plus étonnants. Le premier en haut à gauche, c'est Abdelkader. Abdelkader, vous savez, la révolte en Algérie. Encore un Périgourdin qui va réussir la colonisation, puisque, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Peut-être ici Buffalo Bill, qui se trouve un peu là-bas, avec à côté Citroën, le fondateur des usines Citroën. Bon, vous avez Danton, le révolutionnaire. Vous avez aussi Henry Ford, qui a créé la boîte qui se trouve
sous Louis Armstrong. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Vous avez bien sûr Hardy, et puis un local, le maréchal Joffre, qui est j'ai appris qu'il était de chez vous, à côté de Franz Liszt, Pierre Mendès France, bien sûr, le colonel Bertram, qui a fait de sa vie il n'y a pas de temps. Qu'est-ce qu'il y a comme genre étonnant? Bien sûr, vous avez Rouget de Lille, à côté de Mozart, puisque la musique, voilà. Et puis le dernier, qui est étonnant, mais c'est Atatürk, puisque vous savez que la Turquie moderne a été fondée avec une énorme influence française, et la maçonnerie a représenté beaucoup à l'intérieur de la Turquie. Le point commun de tous ces gens-là, bien sûr, ils sont tous francs-maçons. Et puis, on va illustrer avec une deuxième diapo. Voilà. Il y a eux aussi, alors c'est plus compliqué, hein, parce que hélas, la franc-maçonnerie est un peu à l'égal de la société. Des femmes célèbres en maçonnerie, j'en ai trouvé quelques-unes, mais elles sont un peu plus rares. Vous en reconnaissez peut-être, vous verrez le Louis Michel qui se trouve également dans l'exposition sur la laïcité. Vous avez la troisième qui apparaît là-bas, c'est la princesse de Lamballe, qui a été toujours fidèle jusqu'à la mort à Marie-Antoinette. Joséphine Baker, c'est plus connu. Cette dame ici, c'est Madame Eboué, grande résistante, fille de gouverneur du Tchad, grand résistant. Vous avez l'exploratrice qui se trouve ici. Puis à la fin, vous avez Caroline Murat, puisque la famille Murat est très importante en maçonnerie. Elle est très grande maîtresse. Alors, il y a un mot bizarre, grande maîtresse de loge d'adoption. Alors, quoi, c'est là, on adopte les femmes? Non, c'est le nom du rituel qui est pratiqué. Il n'y a aucun lien de subalterne là-dedans. Et puis la dernière, c'est Joséphine de Beauharnais, qui a été aussi grande maîtresse en France, puisque vous savez que la maçonnerie se relancera après l'époque révolutionnaire, se relancera à la demande et grâce au truchement de Napoléon Ier. Je vous montre ces diapositives pour vous montrer, pour illustrer la diversité des origines. Et surtout, regardez bien l'importance de deux choses. Vous avez une communarde, et vous avez à côté, surtout au XVIIIe siècle, l'origine aristocratique qui est forte. J'ai la chance d'appartenir à une loge qui est née en 1740, avant le Grand Orient de France. Nous avons des tableaux de loge, c'est-à-dire qui est membre de la loge à cette époque-là. Et nous avons à peu près trois pôles. Nous avons l'aristocratie qui est présente. Nous avons les hommes de foi qui sont présents. Et puis nous avons évidemment les gens bourgeois intellectuels présents. Voilà à peu près le recrutement. Alors, puisqu'on va arriver au thème, le thème de ce soir, voilà. Oui, quand je me retourne vers toi, ça veut dire qu'on enchaîne, si tu veux bien. Voilà, le thème c'est celui-là. Et donc, comme c'est celui-là, eh ben, on va en dire tout de suite quelque chose. Être maçon en 2024, mais quelle différence avec cet homme-là, qui est donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais un homme célèbre à Port-Vendre, évidemment, puisque c'est lui qui va construire Port-Vendre dans la conception, et puis s'appuyer sur l'architecte Vaillant-Prat. Alors je vous le montre, Augustin-Joseph Mailly, maréchal de France, qui est gouverneur militaire de la région des Pyrénées, là, et qui est initié en 1730 à Paris, et qui va être donc en responsabilité ici. Et cette responsabilité fait qu'on voit l'apparition assez tôt de la maçonnerie dans votre région. Pas autant, bien sûr, qu'en Bordelais, où la culture est tellement plus importante, mais, puisque nous, c'est 1732, mais vous voyez que déjà 1740, et le succès de la maçonnerie est très très fort, puisqu'il y a 9 loges à Perpignan qui existent, et puis 3 autres dans les bourgades plus petites. Donc vous voyez l'origine, là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'origine de la maçonnerie à ces temps-là s'appuie sur le récit social et n'est pas du tout en rupture avec l'ordre social qui existe. Et on est vraiment à cette époque du XVIIIe siècle, où au XVIIIe siècle, l'origine de la pensée se trouve, la plupart du temps, à l'intérieur d'une catégorie aristocratique. Et comment se fait-il que les aristocrates se retournent un peu vers ce mouvement qui semble tellement marginal? N'oubliez jamais, Montesquieu est un bon exemple, que l'aristocratie est en rupture avec la monarchie en partie. La monarchie de Louis XIV a mis à genoux les grands. Ça avait commencé avec Richelieu, vous savez, qui avait commencé à décapiter quelques têtes. Et donc l'aristocratie
française a une volonté d'émancipation par rapport au pouvoir absolu que représente la monarchie. Et dans les œuvres de Montesquieu, quand il condamne le despotisme, quand il parle du despotisme, celui auquel il pense, c'est Louis XIV. Il ne faut pas s'étonner de voir une partie de l'aristocratie éclairée aller vers le mouvement des Lumières et également aller vers la franc-maçonnerie. Montesquieu est initié en Angleterre en 1728, en même temps qu'il rentre à la Royal Society, est à l'origine de la première loge bordelaise en 1732 et sera à l'allumage des feux de ma loge en 1740. C'est un grand aristocrate qui va toujours revendiquer cette condition aristocratique et pourtant il est dans la maçonnerie parce qu'il est en rétif par rapport au pouvoir absolu qu'a imposé Louis XIV. Alors, la maçonnerie, ce sont des mots que j'ai extraits d'un rituel, peu importe lequel. Pour la caractériser, elle utilise les mots initiatiques. On en reparlera, mais c'est plus compliqué que ça. Enfin, initiatique, symbolique, humaniste, fraternel. Voilà. Tout ça, ça va me servir de plan, pratiquement, pour développer devant vous qu'est-ce que c'est qu'être maçon aujourd'hui. Alors, 5 étapes. 5 étapes. Les francs-maçons, ils adorent jouer avec les nombres et les chiffres. Le 1, le 3, le 5, le 7, le 12, comme les architectes. Vous savez que les nombres sont genrés. Il y a des nombres masculins, il y a des chiffres et des nombres masculins, il y a des chiffres et des nombres féminins. Voilà. Et dans l'architecture, amusez-vous à compter les marches. Dans les monuments traditionnels, les marches, c'est 3, 5, 7, 12. Nous, on a repris cette tradition. Pourquoi? Parce que la maçonnerie, il y a beaucoup d'aspects dans la maçonnerie, mais c'est un espèce de conservatoire de mouvement de pensée, et en nous, il y a aussi en maçonnerie cette référence au sens qu'on peut trouver à l'intérieur des nombres et de la numérologie. Alors, il y a un mot qui se trouve en bas, et c'est un mot que revendique la maçonnerie. Pensée universelle. Donc, la maçonnerie prône les valeurs, et on a tendance à dire valeurs universelles. Eh bien, ce n'est pas vrai. La pensée universelle, elle est mise en doute, et la nôtre en particulier, dans certains endroits. Alors, je vous ai mis un quiz, presque là aussi, mais pas de tête, mais de drapeau. J'ai mis le drapeau de l'Inde. En Inde, on trouve la maçonnerie. On retrouve la maçonnerie en Inde. Oui, comme tout à l'heure, René évoquait l'Afrique. C'est une retombée du colonialisme. L'Inde, c'est Kipling. D'accord? Mais profondément, à l'intérieur de la pensée hindouiste, il y a une incompatibilité quasi insurmontable entre ce que prône la franc-maçonnerie la nôtre et les valeurs spirituelles de ces mouvements. Le Japon, il n'y a pas de maçonnerie au Japon. C'est inconcevable. Leur conception de l'univers n'est pas très compatible avec ce que nous en disons, nous, origine du monde occidental. C'est un défi, ça. Hein, parce qu'on voudrait tellement avoir une pensée, et l'humain existerait avec une espèce de soubassement commun à tous, eh bien, on va se rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Vous avez des endroits également, vous avez alors en bas, c'est le drapeau traditionnel de la Chine. Donc, la Chine traditionnelle ne peut pas s'expliquer les rituels maçonniques, ça n'a pas de sens. Mais la Chine en haut, la Chine communiste, non plus. Et alors, c'est le parallèle entre les deux, comme ça, là. J'ai mis le Japon au milieu parce qu'il est en intersection. La franc-maçonnerie est aussi incompatible avec les systèmes totalitaires. Un système totalitaire, si c'est un totalitaire politique, ou c'est un système totalitaire de pensée. Une des raisons de l'excommunication au XVIIIe siècle de la franc-maçonnerie, renouvelée par le cardinal Ratzinger, parce qu'en France, l'excommunication, si dans ma loge, au XVIIIe siècle, il y a des hommes de foi, et le pape, il a excommunié tous ceux qui rentrent en maçonnerie. Comment c'est possible? Ben, c'est simple. En France existe le gallicanisme, c'est-à-dire que les textes de Rome ne s'appliquent pas en France si l'Assemblée générale des évêques ne le reconnaît pas. Donc, la décision du pape, motu proprio, c'est-à-dire sans motivation, l'encyclique ne va pas s'appliquer en France parce que les évêques de France ne vont pas l'admettre.
Donc on peut continuer à être maçon, on n'a aucun problème d'excommunication. Excommunication, ça veut dire on n'a pas la communion, ce qui pose un problème pour le salut. Mais c'est plus vrai le cas aujourd'hui. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le dernier homme qui a été persécuté, perdre son travail, perdre son logement, qui a été persécuté au nom de ses convictions maçonniques, c'était un prêtre, en 2012, qui appartenait au Grand Orient de France et qui était exclu et excommunié par Rome, parce qu'on lui a mis le choix en main, tu quittes le Grand Orient de France ou tu es excommunié. Il a refusé pour la liberté de conscience, sa foi est totale, mais sa foi ne lui permet pas de passer sous les fouches codines de l'exclusion, et donc il a refusé. Et donc notre frère Parti Ferrezer a souffert énormément le Grand Orient de France l'a soutenu à cette époque, mais faites attention, que ce soit bien commun entre nous, l'anticléricalisme n'a rien à faire au Grand Orient de France. C'est un prêtre qui, le dernier, a été persécuté pour son appartenance à la maçonnerie. Voilà. Donc, nous avons des fondements de pensée, d'explication, de conviction, qui sont ancrés dans ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Et le dépassement est extrêmement difficile, il faut en avoir conscience. Alors, première étape, la franc-maçonnerie, c'est un ordre. Déjà, ça commence mal. Hein. Surtout que moi, j'ai l'âge d'avoir fait 68. J'ai eu la chance d'avoir 20 ans en 1968. Alors, quand on m'a dit, tu vas entrer en maçonnerie dans un ordre, j'ai dit, hors de question. Donc, c'était en 69. Jamais je suis rentré en maçonnerie à cette époque-là. C'est passé beaucoup plus tard. Un ordre. Il n'y a rien de pire. Un ordre, et pourtant, je vous propose les noms contraires, on dit antonymes, au mot ordre. Bouleversement, chaos, comme tous les chics, confusion, laisser aller, pagaille, trouble. Donc en maçonnerie, il y a quelque chose de cela, de l'organisation, la juste place. Et regardez bien, idéologiquement, quand vous dites ordre, vous êtes incompatible avec le libéralisme de la concurrence. On a un problème avec même la démocratie. Regardez bien, la démocratie, nous sommes tous égaux. Nous pouvons donc tous prétendre à la meilleure des places. Si quelqu'un, alors je suis son égal, il a une place supérieure à moi, mais au nom de quoi? Mais c'est une entrave, c'est une atteinte forte à l'égalité. La démocratie, rappelez-vous de Tocqueville, dit attention, à l'intérieur de la démocratie, il y a l'égalité, mais n'oubliez jamais que liberté, égalité, fraternité, c'est un ordre principiel, comme disait Jean Chuc. C'est-à-dire que la liberté, c'est le socle absolu. On ne peut passer à l'égalité, on ne peut vivre que l'égalité qu'à condition de ne pas toucher à la liberté en quelque mode que ce soit. Et ensuite, quand on a établi la liberté et l'égalité, on peut passer à la fraternité sans jamais remettre en cause ni la liberté, ni l'égalité. C'est pas la même chose, c'est pas un trépied avec la même valeur. C'est un ordre principiel d'énoncé. Liberté, puis égalité.